écoutez Série-Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec un comédien et auteur au regard acéré sur notre société. Du rire et de l'intelligence, c'est la marque de fabrique de Bertrand Huskla. Il revient quand Bertrand, Preview, Abonne-toi, Sam ou encore Brute s'étale sur son CV, un hyperactif que je vais tenter de canaliser le temps de cet entretien. Je m'appelle Eva et depuis déjà plusieurs années, j'adore traîner sur le web pour découvrir des séries qui échappent aux chaînes de télé traditionnelles ou aux plateformes. On a longtemps appelé cela des web-séries sans trop savoir quelles étaient les différences avec une série classique. Sans doute aucune, ou peut-être si. Les web-séries représentaient alors pour moi un espace de liberté, un territoire peu exploité dans lequel des comédiennes et comédiens pouvaient faire état de leurs talents, souvent à travers des textes dont ils étaient également les auteurs. Parmi cette nouvelle génération de créateurs, l'un d'entre eux m'a tapé dans l'œil, professionnellement évidemment, Bertrand Huskla. Il s'incrustait régulièrement dans mon écran, notamment avec son collectif Yes Vous Aime, avant de débarquer sur le site d'Arte pour Il revient quand Bertrand, série réjouissante sur nos addictions numériques. Et puis est arrivé Brute, parodie des vidéos du média en ligne Brut. Le voilà tour à tour restaurateur anti-vegan, nouveau cycliste, flic des années 60 ou flic de la brigade anti-tente, militant anti-masque ou encore étudiant en précarité. Les millions de vues s'additionnent sur les réseaux, le succès est là. Et ce n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un travail quotidien, un regard acéré sur la société qui se traduit par une écriture exigeante, précise, pour former une pastille de 2 minutes, rythmée et pertinente. Mais d'ailleurs, est-ce que Brute est une série ? Comment Bertrand Huskla choisit ses projets ? Comment passe-t-il du jeu à l'écriture ? Et inversement, est-ce qu'il n'est pas épuisé par l'état du monde et trouve-t-il encore des choses à nous raconter ? Réponse dans ce nouvel épisode de Série-Land consacré à Bertrand Huskla. Série-Land, épisode 65. Bonjour Bertrand Huskla. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'accueil et de l'intro. Dis donc, ça met l'impression, il faut être à la hauteur de ce qui a été dit. Et en même temps, vous savez que c'est vrai. Oh non, je ne sais pas du tout. Vous savez pas que c'est vrai. Votre emploi du temps, Bertrand, il est surchargé. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais première question, est-ce que vous tenez un compte de toutes les séries, tout format confondu, dans lequel vous avez joué, sur un petit carnet par exemple ? Non, pas du tout. Je pense que c'est sur le CV, sur le site de mon agence, mais qui doit être mis à jour par quelqu'un qui travaille bien. Mais non, je ne regarde pas. Vous n'avez pas un petit carnet sur lequel vous notez les épisodes que vous avez faits, les apparitions ? Alors, non, mais c'est une réflexion qu'on a à chaque fois de se dire, bon, combien d'épisodes on a à faire ? Je parle pour Brute ou tous les autres trucs. Et à chaque fois, dès qu'on commence un tournage ou qu'on commence à écrire des trucs, c'est toujours un peu vertigineux de voir le sommet de la montagne. Et à chaque fois, on se dit comme en rando, on ne regarde pas un pied devant l'autre. Et c'est que quand on arrive au bout qu'on se retourne et qu'on se dit « Ah mince, par accident, on l'a fait ». Comme ça que ça par se fait. accident. Par accident. Ouais, avec du travail quand même. Ouais. Et alors inversement, est-ce que vous notez en permanence vos idées, alors soit sur votre portable ou sur un petit carnet justement ? Ouais, j'ai mes notes dans mon téléphone et le WhatsApp avec mes co-auteurs. Et alors, vous notez quoi ? Est-ce que c'est une idée générale, un personnage, un détail dans la rue qui vous a frappé, vous dites tiens, ça peut donner quelque chose ? C'est en général, ça peut être une phrase même, c'est hyper varié, ça peut être une vidéo YouTube que je veux parodier, ça peut être une musique avec un timecode précis où cet endroit-là, j'aimerais en faire quelque chose pour, ça peut vraiment être plein de trucs différents. Et parfois, je retourne sur des blagues que j'arrive à utiliser aujourd'hui, mais que j'ai notées il y a 2 ans, 3 ans, parfois plus, des trucs que j'ai en tête depuis très très longtemps, des espèces de logiciels de pensée que je peux avoir et que j'affine au travers de discussions qui sont aussi des prises de notes quelque part. Donc ça peut remonter à loin. Comment ça se fait qu'une blague écrite il y a 2 ans, si vous la sortez pas, il me semble que c'est parce que vous la trouvez soit à côté, soit qui va pas dans l'humeur du temps, j'imagine, et vous la ressortez 2 ans après. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ? Il y a des blagues où on se dit elle est tellement bien qu'on va la tuer si on la sort maintenant. Comme je suis sur un programme d'actualité, si elle n'a pas une résonance. Vous parlez de Brute là en revanche ? Notamment Brute, mais ça peut être même sur d'autres trucs. Ça peut être, j'ai un exemple sur Brute, c'était récemment, on a fait un épisode qui s'appelle Le Luxembourg, un incroyable talent. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un numéro de magicien fiscaliste, c'était à l'époque des Panama Papers. Mais du coup, on se disait, bon, on va attendre le prochain scandale d'évasion fiscale, et il va forcément y en avoir un. Coup de chance, c'est tombé sur le Luxembourg parce que c'est un nom plutôt sympa à parodier. Donc voilà. Donc là, on s'est dit, gardons-la, mais ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. Alors, on va revenir sur votre carrière, Bertrand Huskla, mais on doit d'abord régler une question, vous et moi, une question qui est vraiment d'une grande importance, et je plaisante pas quand je dis ça, même si j'ai le sourire et je très bien, suis désolée. Ok, très bien. Mais c'est quoi une série pour vous ? Tadam.
Une série, qu'est-ce que c'est? C'est intéressant parce que ça pose la question de, est-ce que Brute est une série? Par exemple. Ce que vous avez dit. Moi, au départ, selon la définition basique, je verrais une œuvre de fiction avec des personnages donc de fiction et récurrents. Et par extension, de plus en plus, ce que je vis, c'est que j'ai l'impression que Brute devient une série dont je suis un peu le personnage principal. C'est juste que je mets une fausse moustache, que je prends un accent. Et la fiction s'inscrit un peu en moi, dans mon parcours, dans ma réflexion. Elle s'inscrit plus en l'acteur que dans le personnage. Et encore une fois, ça, je l'ai appris en faisant de la rando et en regardant derrière moi. Mais je me suis jamais dit que j'allais faire une série. On va dire que c'en est une, parce que nous, ça nous arrange, parce qu'on est dans Seriland. Ah bah tant mieux, pour si le ça coup. permet de faire rentrer les ronds dans les carrés. Mais nous, on le pense vraiment. Comme on pense que ce qu'on a longtemps appelé des web-séries sont en fait des séries, tout simplement. Mais parce que ça a échappé à un diffuseur plus ou moins classique, on avait l'impression que c'était un format à part. La grande différence entre série et web-série, c'était surtout, à mon sens, aussi une histoire de budget. Ah oui, on est d'accord. sur un plateau, si on le voit bien. Et effectivement, la web-série, en fait, elle est née de geeks. Et ça, on l'a vu, moi, c'était sur les débuts de YouTube, notamment. À l'époque, il y avait Noobs, Nerds, Le Visiteur du Futur, toutes ces web-séries qui étaient un peu dans un univers de paradoxe temporel, d'univers un peu magique, qui n'intéressaient pas les diffuseurs, du moins français, parce que ça peut être des univers qu'on peut retrouver un peu plus dans les pays anglo-saxons. Et donc, il y a des guildes un peu de scénaristes, réalisateurs, comédiens, amateurs, qui sont mis à faire des web-séries. Donc, très vite, ça a été marqué du sceau de l'amateurisme. Oui. Mais je dis pas ça comme un jugement de valeur. Il y a un bouquin de Patrice Flichy, je crois, qui est un sociologue, qui s'appelait Le sacre de l'amateur, qui parlait du développement de YouTube, en fait, et qui s'est dit à quel point YouTube a mis en place des règles d'amateurisme profond qui sont devenues des règles professionnelles aujourd'hui récupérées par les grands médias, les principes de zapping, de YouTube Poop aussi à un moment, qui sont en fait des montages alternés, remélangés, absolument délirants de séquences un peu connues. Et cet amateurisme-là, à un moment, a été très mal vu, et au fur et à mesure, il est rentré un petit peu dans un langage un peu plus commun. Mais oui, à tel point que les diffuseurs classiques de type Arte se sont intéressés à ces productions, ont eux-mêmes produit des web-séries, ce qu'on appelait des web-séries, et notamment une, et il y avait plein de raisons en fait de vous inviter, Bertrand Huskla, aujourd'hui. Il y en a une en particulier cette semaine, c'est parce que le précédent épisode de Seriland était consacré aux séries qui évoquent les dérives numériques, comme The One par exemple, ou Black Mirror. Or, vous êtes le personnage principal d'une série, donc qui était à l'époque une web-série, qui décrit parfaitement à quoi ressemblent nos vies sous surveillance numérique. Ça s'appelle Il revient quand Bertrand. C'est une série signée Julien Siboni et Hélène Lombard, et qui est toujours disponible sur arte.tv et que je vous encourage à regarder. Alors on va entendre un extrait, c'est le premier épisode. Vous êtes Bertrand, vous êtes devant un écran, vous tentez d'enregistrer une vidéo, et à côté de vous, il y a Gus. Magali, je sais que je suis allé trop loin, et je te le demande, est-ce qu'on peut aller trop loin par amour ? Bon, voilà, j'ai décidé de tout te dire, ok ? Parce que je veux que tu saches pourquoi je suis allé jusqu'à... Tout ça a commencé avec le chat. Ça commence pas plus tôt quand elle t'a foutu dehors ? Elle m'a pas foutu dehors. Bertrand. Non, elle a juste pris un peu de recul. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch, Bertrand ? Oui, bien sûr. Donc, Il revient quand Bertrand, c'est une série dont le personnage principal a le même prénom que moi, par pur hasard d'ailleurs. C'est pas du tout, je suis pas arrivé avec cette exigence-là. C'est l'histoire d'un type. C'est vrai en plus. Hein. J'ai rien écrit là-dedans. Mais donc vous avez été pris parce que le personnage s'appelait Bertrand et que vous êtes arrivé au casting en vous appelant Bertrand. Alors pas du tout. C'est juste les auteurs qui trouvaient que c'était marrant d'avoir. Les personnages ont des noms un peu débiles comme Magali, Gus et Bertrand. Et c'est sympa pour tous les Bertrand. Heureusement que vous appelez Bertrand. Heureusement que je m'appelle avec, je peux le dire. Désolé pour les Gus. Et non, ça a été vraiment un hasard. Et donc on revient au pitch. Le pitch, donc c'est l'histoire de Bertrand est en couple avec Magali et ils se séparent. Ils font un break. Voilà, ouais. C'est cette fameuse zone un peu étrange. On ne sait pas vraiment si on est encore ensemble ou pas. Bertrand quitte l'appartement, va récupérer des affaires au dernier étage dans une espèce de petite chambre qu'il a réservée pour récupérer ses affaires. Il n'arrive pas à ouvrir la porte et il se blesse bêtement. Il se fait récupérer par son voisin et le voisin récupère Bertrand. Le soigne puisqu'il a une jambe dans le plâtre, et Bertrand découvre en bougeant une souris d'ordinateur de ce voisin que ce voisin, qui est un ancien de l'armée, a mis tout l'immeuble sous vidéosurveillance. Bertrand se rend compte qu'il peut espionner son ex ou sa copine, il ne sait pas trop, il est en break. Il se rend compte qu'il peut l'espionner et il va lui faire croire qu'il fait un tour du monde alors qu'en fait il va vivre dans l'appart du dessus, il va pouvoir l'espionner. Bah oui, il s'invente une vie. Il voyage beaucoup, hein. Alors voilà. Virtuellement, évidemment. On va le retrouver, il est au Mexique. Enfin, c'est ce qu'il tente de faire croire, évidemment, à Magali par écran interposé.
Hey! Salut. Waouh, couleur Oh locale. là là, qu'est-ce Ouais, j'ai une fiesta après. Une fête. Avec le tremblement de terre, les gens ont encore le cœur à la fête. Non, parce que en fait, la journée on reconstruit et donc du coup le soir on a besoin de faire la teuf un peu. Et toi, comment t'es à Paris? Ça va? Eh ben, en fait, je voulais dire un truc. Mais qu'est-ce que t'as au visage? C'est le tremblement de terre, c'est ça? Ah, ça? Non, c'est une griffure d'homme. Je me suis battu dans une favela, ils se battent salement ici. Hein. Tu verrais sa Tu tête. te bats, toi, maintenant. Tu voyages et tu te bats. Et c'est quoi cette fête? T'es pas tout seul? Non, je suis avec mon coloc mexicain, Javier. Dice hola, Javier. Voilà, Magali, qu'est-ce que Oh là. Tu lui as parlé de moi? Oui, un peu. Enfin, pas mal, puisque... C'est moche de mentir, on le sent tellement à votre voix. Est-ce qu'il y a de l'improvisation dans la scène qu'on vient d'entendre, où tout était parfaitement écrit? Non, c'était parfaitement écrit parce qu'on ne pouvait pas improviser puisqu'on n'a pas pu enregistrer en même temps cette séquence puisque Louis Coldefi qui joue le rôle de Magali, on a dû enregistrer la séquence de 2 semaines avant. Donc en fait, tout était timé pour que ça rentre. Donc non, il n'y a pas eu d'impro. Vous aviez passé un casting pour obtenir le rôle de Bertrand? Pas du tout. Encore plus salement que ça, c'est mon réalisateur de toujours, Guillaume Crémonès, qui lui avait passé un casting pour réaliser la série. Il a obtenu le rôle du réalisateur et il m'a appelé pour le premier rôle. Ah, c'est du piston en fait. Hein. Totalement, exactement. Mais il paraît que vous aimez pas du tout l'exercice des castings, Bertrand Huskla. C'est pas... En fait, j'aime bien, mais je suis nul. Donc, mais vous savez qu'il n'y a pas un comédien qui nous dit pas la même chose. Ouais. Je trouve ça hyper étrange et en même temps... Mais ça veut dire quoi, être nul? Ça veut dire ne pas les avoir. Statistiquement... mais ça c'est normal. Parce que si vous avez tous les rôles pour lesquels vous vous présentez, c'est impossible. Je sais pas si c'est impossible parce que il y en a qui en ont. Hein. Moi, j'ai dû passer par... mon lâcher-prise, il passe par le surtravail. C'est pas un truc du genre je dors 3 heures et j'écris parce que c'est ma thérapie. Non, c'est juste que moi, je suis pas à l'aise si j'ai pas un truc qui est écrit par moi, ce qui fait que quand je le joue avec confiance et du coup j'ai un lâcher prise qui fait que je peux un peu me laisser faire parce que tout est tellement balisé avant, j'ai tellement confiance à tous les endroits du truc que je me dis ok, là je peux prendre un accent, allez. Oui, alors que quand vous prenez le texte de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve ça hyper dur. C'est hyper dur. Mais parce que vous avez peur de ne pas être fidèle au texte? C'est pas ça, c'est qu'il y a des moments, en écrivant, j'arrive à voir quels sont les moments qui sont durs à faire passer. Là où il y a du jeu, là où il n'y a pas de jeu. Chez d'autres acteurs, mais vraiment que j'admire, la question ne se pose pas. Ils sont là pour jouer à fond sur le truc. Dans les 2 extraits que vous venez de passer, c'est hyper intéressant. La première partie, moi je l'écoute, j'ai un peu l'oreille qui grince où je me dis je suis peut-être pas toujours juste. C'est normal, c'est l'exposition. Il faut expliquer au spectateur ce qui se passe. Donc les personnages disent à voix haute ce que le spectateur doit comprendre. Sur la deuxième, avec plaisir, j'ai redécouvert cette séquence quand je suis en train de mentir à Magali parce qu'en fait, il y a du jeu. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'expliquer au spectateur. La situation est claire. Et là, on dit tiens, il y a de l'impro ou quoi? Et voilà, parce que ça joue un peu bien. Oui. Alors, ça semble un peu plus juste. Non, en fait, c'est juste que le truc est bien. Donc, j'ai passé quelques castings vraiment super où je me suis trouvé très bien. Je les ai pas eus, et c'est ok. Vous voyez? Mais alors, c'est marrant parce qu'il y a des castings que je pense que j'ai ratés et que j'ai eu, et ça commence à être le cas un peu plus récemment, comme je commence à avoir une exposition et qu'on me connaît un peu plus. Il y a des castings que je rate plus qu'avant, mais je les ai plus. Parce que on va me le pardonner plus, on me connaît plus. Ah, vous voyez, ça y est, vous êtes une star. C'est pas tant une star, c'est qu'en fait, je commence à comprendre l'effet de la notoriété, qui est pas tant un truc de talent, mais qui est de se dire je comprends ce qu'il joue, en fait. Je comprends, comme je le connais, son micro-mouvement d'œil, il a une histoire pour moi. C'est pas juste il est bon ou il est pas bon. Parce que, encore une fois, je pense qu'on me pose sur scène et on me regarde. Je suis chiant comme un panda, un projecteur. Tandis que quand je suis traversé de quelque chose, comme j'ai l'impression d'être assez immobile, où j'ai beaucoup passé par l'intellectualisation des choses, c'est peut-être moins évident, moi, quand on me pose et qu'on me regarde. Mais quand on me connaît, là, on se dit waouh. On sait qu'on peut lui faire ça. Exactement. Après. Ou alors, on est plus sensible à ce qui me fait vaciller aussi. Alors, il y a une cohérence dans tout ce que vous faites. D'abord, le talent, pardon, je vous le répète, mais et vous m'avez toujours pas payé en plus pour que je dise ça. Je suis votre fils, les gens ne le savent pas. Dès que j'aime pas le piston. Mais... je viens de prendre un gros coup de vieux quand vous pas du tout. Vous êtes mon amante. Vous êtes mon amante. Merci beaucoup, Bertrand Huskla. Et ce qui est étonnant aussi, c'est comment les dérives du numérique, alors là, on en a
On l'a un tout petit peu évoqué avec Il revient quand Bertrand, qui parle justement de ces surveillances via Facebook, etc. Mais c'est une question qui est souvent récurrente dans les séries qui jalonnent votre parcours. Je ne vais en citer que 2. Preview, pour commencer. Vous êtes un célèbre youtubeur en manque d'inspiration. Vous participez notamment à une sorte de convention. C'est une rencontre avec des jeunes gens qui espèrent eux aussi devenir aussi connus que vous. Et il y a une jeune femme qui vient vous demander des conseils. Réponse. Ok, tu t'appelles comment? Alice. Alice, donc tu veux te lancer sur YouTube. Super, c'est pas comme si t'avais 10 ans de retard, mais bienvenue quand même. Donc t'es ici parce que tu veux défendre Internet, parce que t'en as ras-le-bol de toutes ces émissions de télé, où tu vois toujours les mêmes têtes connues qui s'invitent sur leur plateau respectif pour jouer à des jeux débiles. Et ben sache que YouTube est devenu un endroit où les mêmes têtes connues s'invitent sur leur plateau respectif pour jouer à des jeux débiles. Sauf qu'à la télé, même sur la chaîne numéro 12 000 de la TNT, et ben tu touches un salaire que tu perds pas complètement dès que tu prononces le mot zizi, par exemple, ou que ton contenu n'est pas suffisamment positif. Mais coup de bol, t'es comme madame, t'es bonne. Du coup, tu vas pouvoir te lancer dans une carrière de youtubeuse lifestyle et filmer tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, tout ce que tu chies, même si franchement, des trois, on sait pas lequel est le plus de la merde. Attendez. Après, tu peux carrément faire évoluer la cause féminine, moi je suis pas contre. Dans ce cas-là, si tu veux le faire, bonne chance. J'espère que tu as beaucoup de temps devant toi et une énorme boîte mail, parce que tu vas recevoir un paquet de messages de cette fabuleuse relève de la France qui est le forum jeux vidéo 1825. J'adore ce passage, Bertrand Huskla, parce que je trouve qu'il sonne très juste. Est-ce que c'est le regard quelque part que vous portez sur le monde numérique et sur le monde de YouTube ? C'est le regard que le personnage porte, mais c'est une séquence que j'ai réécrite avec le réalisateur et auteur Émilien Parron là-dessus, parce que j'avais un peu des trucs à dire, et que le fait d'avoir un personnage qui est plein de rage, dans le down, qui n'y arrive plus, l'aigreur en fait des gens qui ne marchent plus, me permettait de ne plus avoir de nuances et de sortir un petit peu du politiquement correct qu'on pourrait avoir. Moi, ce qui m'amusait, c'était effectivement le rapport entre ce public qui pose des questions un petit peu naïves et en fait la réponse qui est claire du type que je trouve un peu justifiée. Et ce qui je trouve intéressant moi dans cet extrait, c'est les réponses outrées des gens, parce que je suis toujours moi-même étonné que les gens s'étonnent d'apprendre ces trucs. Genre, Ouais. ah bon, vraiment ça marche comme ça? Et on va dire, mais oui, mais dans quelle naïveté, en fait, on peut tenir les gens pour leur faire croire que tout est bienveillant, que tout est sympa. Non, il est question de YouTube, de groupes de médias, de je sais pas quoi. C'est pas des trucs Vous qui l'avez sont jamais légers. eu cette naïveté-là quand vous avez débuté sur YouTube? Parce que c'est aussi là-dessus que vous avez grandi, que vous êtes né, que vous avez grandi. En fait, j'ai eu cette naïveté et je crois que je me suis mis à écrire des trucs cyniques parce que j'en ai un peu voulu à ce milieu-là, ou au milieu des gens que j'avais vus, de ne jamais m'avoir alerté sur le fait que c'est pas ça du tout, en fait. C'est pas un truc qui est sympa, c'est pas un truc qui est cool, c'est pas une fille chez elle qui fait des tutos make-up et c'est cool et c'est sympa. Non, c'est quelqu'un qui prend 120 avions par an et qui est sponsorisé par des marques et qui fait croire qu'en fait elle est cool. Il y a des différences entre la posture de la personne et un principe Bien de sûr, réalité. ouais. Et ça, je trouve ça toujours hyper intéressant à déployer. Il y avait, en fait, c'était une espèce. Je repense ça parce qu'on parlait de Julien Sibony qui a écrit Le Revient quand Bertrand, et c'était assez drôle parce qu'on se posait des questions de différence entre humour de gauche et humour de droite. Ah, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a une, pardon? Il y a une différence. réponse sur laquelle on s'est un peu mis d'accord, où on s'est dit que, en gros, et c'est des termes qui sont volontairement très subjectifs parce que ça rend le truc encore plus drôle, mais qui est de dire qu'en gros, l'humour de gauche va s'attaquer aux puissants. Tandis que l'humour de droite va se moquer de la posture. Et j'ai trouvé que c'était assez bien résumé. L'humour de gauche, c'est de dire « Ah, les riches, vous êtes tous des méchants et c'est à cause de vous que tout va mal. » Et l'humour de droite, c'est de dire « Bon, bah, c'est bien, tu fais du vélo, tu manges du quinoa, mais tu prends l'avion, des trucs comme ça. » Et je trouve que ces différences de posture sont hyper intéressantes à analyser et font toujours des personnages hyper forts, dont le mec qui vient de parler dans l'extrait. Et vous vous situez où alors? Parce que quand vous me dites ça, j'ai l'impression que vous avez un humour de droite. Bah, j'adore ça. Ça me fait vraiment beaucoup rire. C'est parce que je trouve ça méchant et je trouve qu'il y a une espèce de braquage et de ramener à la réalité. Quand j'en trouve, je pense que c'est les plus durs à trouver, moi, parce qu'il faut pas non plus qu'elles soient fausses. Enfin, il faut pas non plus taper sur des victimes avec ce truc-là, ce qui est extrêmement simple à faire, en fait, par ce procédé-là. Mais quand on arrive à avoir un personnage cynique et sortir une bonne vanne de droite, ça me fait énormément rire. On va garder cette définition-là.
Alors, il y a une autre série dans laquelle vous avez joué qui s'appelle Abonne-toi. C'est une autre série qui a été réalisée avec votre collectif Yes Vous Aime. Et vous êtes à la tête d'un groupe de youtubeurs. Alors, encore une fois, ce groupe de youtubeurs, il a quelques jours pour tenter de doubler son nombre d'abonnés. Les featuring, c'est de la merde, d'accord? C'est quand t'as pas de bonnes idées et que t'es obligé de faire venir quelqu'un de connu pour que les gens regardent ta vidéo. Donc non, on fera jamais de featuring. Puis pourquoi, dans tous les cas, hein? Pour te retrouver avec un connard à l'ego surdimensionné qui va changer tout ton texte, tout ça parce que ça le met mal avec son sponsor ou que ça abîme son image de mousse. Ouais, pardon, je te jure, je t'écoutais. On a souvent présenté d'ailleurs la série Abonne-toi comme le 10% de YouTube. Je trouve ça assez juste. Bah c'est gentil, ouais. Ah bah oui, c'est encore une qualité. Enfin, c'est encore une qualité. Avec encore, moins de moyens, encore une fois. Avec moins de moyens, on en est d'accord. Web. Vous avez écrit ça avec vos comparses de Yes Vous Aime. Comment vous travaillez? Est-ce que dans ce groupe-là, tout le monde sait jouer, écrire, mettre en scène aussi parfois? Comment vous fonctionnez? Au début, on a beaucoup fonctionné sur des réunions, des brainstorming à plusieurs pour les sketchs. C'est quand même pas mal moi j'ai tapé les textes, tous les textes c'est moi qui les ai tapés, et après alternativement sur certaines vidéos j'ai travaillé avec Pauline uniquement, d'autres avec Yohan uniquement, d'autres avec Mustapha uniquement, et là maintenant de plus en plus chacun va vers son propre pôle d'écriture et des trucs en développement chacun de son côté. Parce que vous parlez de pôle d'écriture, c'est vraiment un terme qui revient de plus en plus souvent dès qu'on parle avec des créateurs de séries, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 10 ans de ça. Est-ce que vous imaginez, vous, écrire seul dans votre coin, Non. Sans justement cette énergie du groupe? Pas du tout. Les seuls moments où j'ai pu faire ça, c'est pour des chansons, parce que j'ai plus de mal à écrire des chansons à plusieurs, mais je trouve que Mais quand vous parlez de chansons humoristiques, ouais, j'ai pu en faire sur ma chaîne YouTube d'Embrouille, j'en ai fait quelques-unes. Et voilà, ça, je trouve ça très très compliqué parce que c'est trop perso en fait. Parce que dans la chanson, il y a un rapport à l'interprétation en fait, où il y a des moments où une vanne écrite, si elle est chantée bien, elle est encore plus drôle que si la vanne était bien en gros. Et pour ça, il faut mettre un peu d'interprétation de premier degré, il faut ouvrir son cœur un peu, et ça se fait vraiment tout seul. Après, sur les différentes écritures de vannes, de séries, moi, il me faut toujours quelqu'un à côté pour déjà me challenger, pour pousser plus loin. Parfois, il tope la blague, il rajoute un topper derrière qu'on n'a pas vu, un petit truc derrière qui la rend encore mieux. Je sais que Guillaume Crémonez, moi, mon co-réalisateur, c'est une espèce de génie de la structure, et ça, c'est un bonheur parce que moi, je suis plus dans la vanne, dans l'interprétation, et lui, il y a des moments en structure, il me trouve des trucs où je me dis ah ouais, mais ça m'ouvre des boulevards après derrière d'écriture, quoi. Et c'est avec lui que vous travaillez sur Brut? Ouais, c'est avec lui que je travaille sur Brut, et avec Martin Darondo aussi, qui est mon nouveau co-auteur cette année. C'est votre marque de fabrique depuis plusieurs mois maintenant, on va en reparler, mais j'aimerais qu'on s'arrête juste quelques secondes sur votre parcours parce qu'il démontre, me semble-t-il en tout cas, de la cohérence qui anime vos choix professionnels. Vous avez tenté Sciences Po souvent. Très souvent, ouais. Très souvent. Bon, ça n'a pas marché. C'était un hobby, quoi. C'était un hobby de présenter Sciences Po. Mais vous avez quand même fait des études en sciences politiques. Oui, bien sûr. On est d'accord. C'était quoi votre projet professionnel à ce moment-là? Moi, j'avais une passion pour tout ce qui était de l'ordre de la communication politique. Donc vous voyez en train de faire la campagne présidentielle d'un candidat pour devenir futur président. C'était vraiment les spin doctors, le terme américain. Un truc donc quand vous dites spin doctors, il y a quand même cette idée d'écriture aussi. Ouais. Mais un peu de l'ombre. En fait, la technicité de l'écriture m'intéressait plus que l'engagement. Je manquais d'engagement pour être en politique. Et finalement, je me rends compte que je peux encore plus exprimer mon engagement maintenant que je n'en fais pas. On va y revenir, bien sûr. Après, je dis pas je change les choses, contrairement à ces politiques archi, mais il y a l'approche premier degré de la politique est un truc qui me terrifie, moi. Alors, études de sciences politiques, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Vous partez en voyage en Inde. Cliché. C'est un truc hyper cliché, mais c'est vrai, mais c'est la vérité, on est d'accord. Vous revenez et vous avez une perte de sens quand vous revenez d'Inde. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage? C'est vraiment un truc de bobo, mais dans le c'est pas du tout une révélation mystique face à Ganesh ou je sais pas quoi. J'ai eu une espèce de choc c'est le rapport à la pauvreté des gens. En fait, c'était vraiment un truc qui était, enfin je le dis mais qui était traumatisant en fait. C'était un niveau de pauvreté, de misère dans les bidonvilles, des trucs comme ça. Alors il y a des trucs formidables et extraordinaires, et c'est peut-être cette terre de contraste qui fait que, mais ça a été quand même une espèce de choc, et je suis revenu avec une espèce de conscience j'aime pas ce mot parce qu'aujourd'hui il est exploité d'une manière un peu compliquée, mais c'est cette notion de privilège de pouvoir faire ce qu'on aime en fait, qui est un privilège bourgeois en fait, je le dis clairement, mais de me dire bon, j'ai la chance de faire ce que je veux dans ma vie. Et c'est en revenant de là où je me suis dit il faut faire un virage, quoi. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais alors ce virage, vous le prenez en vous dirigeant vers le théâtre. Ouais. Mais vous aviez jamais fait de théâtre auparavant? Non, mais j'avais fait un atelier de théâtre au collège, je
crois. Un truc, mais pas. Enfin, j'ai pas fait de théâtre à proprement parler. C'était. Moi, en fait, si je voulais faire Sciences Po, sincèrement, c'est que, au-delà du truc là très pensé de communication politique et j'en sais rien, non, moi je voulais faire un master management culture et médias à l'époque, que je crois au sein de Sciences Po on appelait master chômage, donc déjà ça disait bien que j'avais pas trop d'idée de ce que je voulais faire. Et c'est surtout que moi, pour moi, Sciences Po c'était l'école qui formait une élite qui à la fin faisait n'importe quoi et s'éclatait dans les médias. Alors soit au sein de la radio, de télé, je sais pas quoi, mais quand on regardait aussi des parcours aussi divers que Anne Roumanoff, qui officiait à Europe 1, la chanteuse Camille, Bec BD, enfin il y avait plein de gens, je me suis dit, ah mais peut-être je pourrais faire ça en fait. Et Ah oui, il y avait quand même un petit truc artistique quelque part qui vous démangeait. il y avait une soupape de sécurité artistique. Ouais, voilà, si, parce que en fait, je sais pas me le formuler artistique parce que c'est encore un grand mot. J'ai très Création, peur. en tout cas. Voilà, création, ça me va plus parce que j'ai encore ces syndromes un peu d'imposteur qui sont autour de moi. Donc j'étais en train, le fait d'être protégé par une école entre guillemets qui ne préparait pas à de l'art me permettait d'en faire. Donc j'avais quand même ce truc au fond de ma tête où je me dis bon faisons une grande école pour ne pas du tout faire de trucs sérieux après quoi. Et voilà. Et en fait, le truc pas sérieux du tout, c'est le théâtre, mais ça a donné du sens à votre existence en l'occurrence. Ça a tout changé. Ouais. Est-ce que c'était de l'ordre de l'évidence que ce sens créatif irait du côté de l'écriture et de l'acting, j'allais dire, en utilisant un terme anglais? Pas du tout. L'écriture, ça a été vraiment tard. C'est que j'ai mis du temps à écrire. Pendant que j'étais au conservatoire, je n'ai jamais écrit en fait. En sortant du conservatoire, j'ai écrit un seul en scène pour Pauline Clément, qui est avec nous au sein de Yes Vous Aime et de Brut. Donc en fait, je l'ai envoyée elle sur scène parce que je n'osais pas y aller. Donc je lui ai écrit un truc et je lui ai dit vas-y. Et elle, ça a été ma deuxième école en fait, Pauline. C'est elle m'a permis de tester des trucs en écriture. J'ai fini le conservatoire et j'ai dit j'écris un truc. Elle m'a dit mais en fait tout ce que t'écris je le joue. Et en fait ça a été un cadeau mais génial parce que voilà, j'ai fait mon école, je l'ai mise dans un théâtre que j'ai loué. Elle a joué devant des gens et quand ils applaudissaient, j'en prenais un peu pour moi et c'était extraordinaire. Mais c'est génial de raconter comme ça donne envie. Beau, c'est cool, forcément. Est-ce que vous vous souvenez du premier personnage que vous créez, que vous écrivez? Pour tout confondu. Ouais, tout confondu. Je crois pas, non. Non, Si, ça vous revient apparemment. Ouais, je m'en souviens. C'était un personnage qui s'appelle Clément fait des vidéos, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, qui est un truc où avant de publier la vidéo, j'ai eu un mois de réflexion avec beaucoup d'échanges de mails avec mes amis en disant les gars, j'ai une honte folle d'avoir fait ça. Ce truc-là. C'est un personnage un peu à la Dupontel quand il faisait des seuls en scène un peu fou, qui fait n'importe quoi, qui se brûle avec de l'eau, qui parle très bizarrement. Et j'étais en mode genre j'ai honte d'envoyer ce truc-là. Et en même temps, il y avait une espèce de naissance nécessaire de me dire bon, je vais arriver avec une image déjà cassée pour un peu comme me libérer de l'institution, du conservatoire, parce que écrire, c'était très compliqué pour moi. Moi, au conservatoire, je n'osais pas changer une virgule des textes que j'apprenais. Et parfois, je voyais des potes qui prenaient des libertés incroyables et qui mettaient le public dans leur poche parce qu'ils rajoutaient des trucs. Et je me suis dit, mais tricheur, c'est pas Shakespeare. Oh, bah si, c'est une traduction, c'est ma traduction de Shakespeare. J'ai dit, mais non, mais tu me mens, t'as mis une blague. Et donc, j'ai dit, c'est pas ça, en fait, le théâtre. Et j'étais vraiment hyper carré. Et en fait, en sortant de ça, j'ai commencé à écrire, j'ai vu la liberté de ça et je me suis dit, bon, j'ai pas hyper confiance dans mes mots à moi. Par contre, faire un personnage débile qui gesticule, je peux le faire. Donc il n'y avait pas tant de dialogue sur ce personnage, mais beaucoup d'interprétations. Et on peut le retrouver sur votre chaîne YouTube. Allez-y, on va se précipiter pour le voir. En tout cas, est-ce que vous pensez que tout ce parcours-là, sans ce parcours-là en l'occurrence, vous auriez pu créer Brut, ou finalement Brut, c'est un peu aussi le résultat de tout ça? Ouais. Quand je dis ça, depuis justement ces études de sciences politiques jusqu'à toutes ces expériences en théâtre et en vidéo, pour le dire de façon courte. Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, j'ai fait l'expérience de plusieurs extrêmes. C'est-à-dire qu'en voulant absolument rentrer dans Sciences Po ou en faisant un parcours universitaire, je voulais quelque part un parcours mais extrêmement classique et que ça, et avoir un travail avec un salaire fixe qui tombe, une sécurité de l'emploi, tous ces trucs-là. Ouais. Et en fait, en faisant du théâtre, il y a eu l'extrême inverse total où je me suis dit en fait j'ai fui la sécurité de l'emploi qui est un truc qui franchement me fait flipper aussi à un endroit parce que si c'est trop serein ça m'angoisse en fait, j'ai l'impression de plus être vivant et fort de ces deux extrêmes, j'ai passé quand même 3 ans au conservatoire où pour moi les trucs qui m'importaient le plus dans la vie c'était comment dire du Jon Faust ou du Falk Richter ou du Marius von Mayenburg, enfin des trucs où quand on en sort et qu'on en parle aux gens
ils nous prennent vraiment pour des tarés, et on l'était, et ça a été un luxe incroyable de ne me soucier que d'art, parce que ça m'a permis de rattraper une autre conception de la vie que j'avais, qui était dans l'efficacité. Mais bon, un petit voyage en Inde et 3 ans d'auteur mort, et on se dit, bon, bah en fait, il y a plein de possibles, quoi. Et bien tout ça, ça donne naissance, en tout cas à mon sens, tout ça donne du sens et donne naissance à Brut. Dans l'une des dernières vidéos, vous êtes formateur, c'est-à-dire vous donnez des cours Oui. pour savoir draguer des féministes. Il existe une technique pour séduire les femmes, encore plus efficace que de l'argent, une belle voiture ou un bel appartement. Et ça s'appelle le féminisme. Oui, quand les femmes apprennent l'existence de ce cours, c'est sûr qu'elles nous accusent d'opportunisme, de n'avoir aucun scrupule à mentir pour leur plaire, de présenter une version idéalisée de nous-mêmes qui va forcément nous décevoir le lendemain. C'est sûr, hein, mais là-dessus, on n'a rien inventé. Ça s'appelle la drague. On vous pose souvent la question, Bertrand Huskla, mais comment vous choisissez les sujets? Est-ce qu'il faut un sujet qui parle à tout le monde, enfin qu'il y ait une sorte de presque de réflexe collectif autour du sujet que vous voulez aborder, ou au fond non, c'est vous, ce qui vous touche, ce qui vous émeut, ce qui vous agace? C'est un peu un mélange des deux, mais il faut quand même que ça parte de moi. Et les thématiques, moi, féministes, m'intéressent, mais après, c'est juste de trouver par quel biais, quel chemin je peux en parler en tant qu'homme, parce que je veux pas non plus avoir de discours là-dessus. Voilà. Donc, j'essaie plutôt de mettre en scène mes doutes vis-à-vis de ça, mais il faut que ça ait une résonance intime. Là, en ce moment, on parle beaucoup de réunions non mixtes, où quand on parlait d'islamo-gauchisme, c'était des trucs où je me dis, sur le moment, c'est tellement tendu qu'en fait, le seul sketch que je peux faire dessus, ça va être de se foutre de la gueule d'un des camps. Et ça, c'est pas le but. Parce que moi, mon endroit est d'essayer de... Enfin, j'ai jamais considéré que quelqu'un qui pense quelque chose avec lequel je suis profondément pas d'accord a tort sur toute la ligne. Il faut trouver une vérité dans le sentiment des gens, parce que sinon ça finit en mépris et on comprend pas l'autre, et moi le but n'est pas de me foutre de la gueule de ce truc. Sur l'islamo-gauchisme, je n'ai fait qu'une blague dessus. J'ai rien fait d'autre, et à aucun moment je me suis dit que c'était complètement faux ou que c'était complètement vrai. Je me suis permis une blague qui donnait un sentiment sur, à mon sens, qu'il y avait une surexploitation et que le vocabulaire, peut-être pour moi, était peut-être pas le meilleur, et que j'avais l'impression qu'on parlait de plein d'autres choses sauf de ça quand on traitait de l'islamo-gauchisme. C'est tout. Mais sur d'autres thématiques, effectivement, j'attends que ça refroidisse pour me dire, bon, on peut être plus malin, finalement. Vous en produisez une par semaine de pastilles? Deux Ouais, par semaine? Ouais, 2 par semaine. Est-ce que... Dans quel état vous êtes? Vous êtes épuisé ou pas? Alors, c'est compliqué. Il y a des moments, c'est hyper tendu. Il y a des moments, c'est magique. On ne sait pas pourquoi. C'est magique. Ça sort et c'est hyper bien. Et il y a des moments, c'est hyper tendu. Et en fait, plus c'est tendu. Je m'explique. C'est que plus on rend les textes tard, plus la production, la petite structure de production qui travaille avec nous galère à trouver les trucs. Plus ça se fait au dernier moment, plus la nuit est courte, plus on est tendu et plus le tournage se passe mal. Et voilà, il y a un caillou dans la chaussure et c'est tout le régiment qui s'effondre, quoi. Alors, il y a des moments de grâce, vous venez de le dire, et je comprends mieux tout à l'heure quand vous parliez des chansons, pourquoi ça a été un moment de grâce. C'était la fin de l'année 2020, un travail collectif encore une fois, et je dois reconnaître que vous m'avez particulièrement bluffé avec cet épisode, la comédie musicale de l'année 2020. L'avantage, c'est que ce spectacle est un beau moyen de se remémorer tout ce qui s'est passé cette année et qu'on a un peu oublié. Après, ça reste une comédie musicale française. Oui, c'est sûr que si les Américains avaient fait une comédie musicale sur le Covid, ça aurait été plus spectaculaire. En comédie musicale et en nombre de morts. Tu me manques, maman, j'aimerais te tenir contre moi. Tu me manques, mon enfant, mais surtout ne t'inquiète, non. On peut plus de se parler que par écran interposé. Il est si dur de s'aimer. Bertrand Huskla, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous lisez d'une façon générale les commentaires qui sont sous les vidéos? J'évite un peu. Est-ce que vous avez lu ce qu'il y a eu, les commentaires sur cette vidéo-là en particulier? Oui, les gens étaient contents. Mais ils étaient plus que contents, c'est qu'ils avaient envie de voir le spectacle en fait. Il y a une cagnotte et je crois même l'avoir écrit aussi sur Twitter. Il y a eu une cagnotte pour financer la comédie musicale. Voilà, ça n'a pas été assez... Sincèrement, combien de temps vous avez travaillé pour cette vidéo qui est incroyable? Vraiment, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à aller la voir. Ben merci. Je sais pas. En fait, c'est une histoire compliquée, cette comédie musicale. C'est que pendant les 2 semaines de vacances de décembre,
Je me souviens de Martin, mon co-auteur, il m'a dit un truc débile. Il m'a dit « Ah, c'est super, on a 2 semaines de vacances, on va enfin avoir le temps de bosser. » Et je lui ai dit bah c'est très con parce que c'est pas le principe des vacances. Et c'était marrant parce qu'en fait on s'est vu pendant les vacances juste pour discuter, de se dire oh je sais pas quoi. Et genre le 29 décembre je crois ou le 30, on se dit allez, comédie musicale. Et on se dit on part ou pas, et on commence à l'écrire. Et on se dit mince, et en fait ça a posé plein de problèmes parce que la production veut qu'on tourne 2 épisodes par jour pour rentrer dans nos frais en fait. Par semaine. Par jour, pas quand on tourne tous les mercredis. Et du coup on s'est dit ouais mais là l'épisode il est tellement grand que ça en fera qu'un seul. Et Martin m'a dit mais en fait écris, et si c'est bien on le fait et c'est tout, et tu verras après, et écoute ton cœur. Et donc du coup on s'est mis à écrire le truc. Et je me souviens, à 31 décembre ou à minuit, j'ai bu ma coupe de champagne, je suis retourné me coucher en disant désolé, je me lève tôt demain, faut qu'on écrive une comédie musicale. Et après c'était un petit miracle parce que j'ai appelé un compositeur, Léo Grandperret, et je lui ai dit t'es dispo aujourd'hui pour me faire une comédie musicale? Il m'a dit ok et tout. Et en fait tout est allé hyper vite. Je pense que ça a pris 5 jours en tout. Est-ce que des fois votre cerveau, vous arrivez à vous débrancher? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand je disais qu'il fallait que je vous canalise pendant l'entretien, c'est un peu ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous arrivez à vous déconnecter de tout ça? J'arrive, ouais. Quand je rentre chez moi, je coupe, je ne pense plus au truc. Par contre, mon humeur qui est profondément affectée par ce qui se passe. Si je suis en retard sur un épisode, je suis pas content d'un épisode, si on a mis trop de temps à l'écrire, je peux être triste le début de la semaine, je suis très angoissé, j'aime jamais les épisodes avant qu'ils sortent. Genre tous, je me dis oh ils sont pas ouf, c'est pas très bien. Comédie musicale, je l'aimais bien celui-là. Mais tous, je dis ouais, c'est pas super. Et parfois ils font des scores incroyables avec des trucs que j'aimais pas du tout. Il y en a que j'aimais pas du tout, ils ont fait des scores de fou, et je me dis ah ok. Donc j'apprends aussi à plus me faire confiance aussi enfin de pas trop m'écouter. C'est-à-dire qu'on se réapproprie aussi les œuvres. Aussi, et ça m'appartient plus à certains moments, donc ça c'est drôle aussi. Mais voilà, mon humeur est affectée. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a des moments, en général, et ça c'est toujours comme ça que j'ai travaillé, je suis pas un mec qui est obsédé du boulot et je rentre, il faut que j'écrive, il faut que je crée. Pas du tout. Non, moi je suis le mec qui va s'engager auprès d'un diffuseur ou d'une boîte de prod en disant t'inquiète, je te rends des textes, pas de problème. Et je suis en galère le reste de ma vie pour rendre les trucs à temps parce que j'ai pas d'idée. Et si je finis tard, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est pas parce que je suis inspiré, c'est parce que je dois faire des maquettes de guitare et que j'ai pas le matos et que j'essaie, que je me plante, que je joue mal et que voilà, il faut que je trouve des vannes et tout. C'est pas du tout le. Voilà, c'est pas proustien. On est nombreux comme ça, Bertrand. Ouais, ça, vous savez. Ouais. Est-ce que vous pensez que les séries, et j'inclus Brut dans cette question, nous permettent de regarder le monde différemment? Oui, Brut dans un autre sens. Moi, c'est sur des trucs d'actu, donc il va pas y avoir de grands déploiements des tréfonds de l'âme humaine. Moi, je vais avoir genre, un point de vue cynique sur un sujet de société. Mais ça permet de se poser des questions, quand même. Je crois, oui. Et en ça, voilà. Mais ça va être plus rapide, plus anecdotique et sur des sujets qui vont être plus simples à traiter. Sur la longueur, moi, par exemple, je regarde I May Destroy You sur le consentement. Ouais. Bon, bah, faut une série pour traiter de cette question, en fait. Ça se fait pas en un épisode de succession sur des questions de succession, des positionnements de personnages au long cours. Bon, bah voilà, ça vous venez de citer quand même les 2 séries chouchous de Seriland, vous savez. Ah ouais, bah, et on très s'était bien. pas mis d'accord. Ah non, c'est pas mis d'accord. Ah du non, tout. mais vraiment, mais merci infiniment. Ah non, mais merci. Ben, bravo. Alors, justement, en parlant de ça, vous avez un petit rôle dans une série qui s'est construite sur des questionnements existentiels. Il s'agit de L'Effondrement, qui est toujours disponible sur mycanal.fr. On est non violent. Je m'appelle Pauline, là c'est Jacques, Jean-Baptiste, Gabriel et Vincent. Enchanté, on est là pour porter un message. Écoutez, personne ne rentre, on est en plein direct, ok? Putain, ça n'a rien. Il faut, putain. On fait partie des amis Mais d'Ali. monsieur, il y a une crise mondiale qui va venir. On va tous être touchés. Donc maintenant, nous, on veut juste prendre 5 minutes pour en parler. Ça marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Vous connaissez pas, c'est Jacques, c'est un grand scientifique. Il est là pour vous aider à éviter le pire, pour nous, pour nos enfants. Vous avez des enfants ou pas? Vous êtes où, monsieur? Regardez, on peut juste énumérer une liste de 30 points avant qu'il soit trop tard. Laissez-nous 5 minutes. Putain, mais vous avez chaud, c'est concerne, Essayez de comprendre. J'ai adoré cette série, Bertrand Huskla, L'Effondrement. Je la trouve extrêmement intelligente. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous regardez les séries dans lesquelles vous jouez? Parce que souvent, quand on a un rôle secondaire, on n'est pas forcément autant impliqué que quand on est l'auteur ou le rôle principal. Est-ce que vous les regardez, ces séries-là? Oui, mais je crois que je les regarde parce que je suis un peu obligé. Je ne sais pas si c'est un... Ah oui, c'est sûr, vous avez l'œil professionnel quand vous la regardez. Ouais, mais alors, sur les séries que j'écris, je dois un peu regarder. Oui. Certains épisodes de Brut, j'arrive à pas les regarder. Je laisse tout à mon réalisateur. Mais c'est douloureux quand même de se voir trop, en fait. D'entendre sa voix toute la journée pour se revoir le lendemain au montage et entendre sa voix et vérifier les sous-titres. À un moment, j'en ai ras-le-bol de moi, quoi.
Donc si je peux éviter, et puis je trouve ça dur moi, de se voir jouer. Sur l'effondrement, c'était beaucoup plus simple. J'ai un petit passage dans le fond, et la série est dingue. Voilà, je la trouve extraordinaire. Et vraiment, je salue les copains des Parasites qui l'ont faite, parce que je trouve ce truc, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu. Vraiment. Question idiote de cet entretien, Bertrand Huskla. Est-ce que vous avez toujours eu de l'humour ? Est-ce que vous étiez le blagueur de service quand vous étiez à l'école, par exemple ? Je crois. Ouais, je crois, même si je suis pas très drôle quand je parle d'humour, là, comme sur cette interview, par exemple. Mais j'ai toujours eu ce rapport à l'autorité ou la limite. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a toujours fait un peu rire. Donc, ça m'a toujours fait rire de faire le con en étant juridiquement inattaquable. Ça, vraiment, c'est un truc qui m'a fait rire. Et j'ai fini plusieurs fois chez le principal pour des questions cons de... Vous avez dit dans une récente interview que l'humour venait parfois de la révolte, de la colère. Vous parliez de Brute en l'occurrence. Pour vous, l'humour, c'est vraiment un exutoire aujourd'hui ? Ouais, déjà parce que c'est moi ma seule manière d'avoir quelque chose à dire. Parce qu'encore une fois, je crois que je manque d'assurance pour clairement exprimer ce que je pense. Façon sérieuse, en fait. Ouais. Je peux pas dire faut faire ça, faut taxer ça, alors que ça, faut faire ça, il faut faire ça. Et je suis hyper admirative des éditorialistes et chroniqueurs qui disent ce qu'ils pensent. Moi, je peux pas. En fait, j'ai l'incapacité, parce qu'il suffit d'un argument en face et je dis c'est ce que je disais, en fait, le fait de comprendre l'autre camp. En fait, s'il y a un mec qui me dit un argument, je vais dire ah ouais, t'as peut-être raison, et je vais être en doute et je vais me taire, et peut-être une semaine plus tard, je vais revenir, quoi. Et après, d'un point de vue intime, moi, l'humour est un truc qui me permet de court-circuiter l'émotion, en fait. C'est que il y a beaucoup, je suis pas le premier à avoir inventé ça, mais il y a une espèce de blindage de se dire bon bah c'est soit ça me fait mal, soit j'en fais autre chose, et en fait le cerveau intervient comme une espèce de raffinerie de ce pétrole insultant que peut-être la parole humaine ou les événements choquants, pour en faire quelque chose d'un peu plus doux à mettre dans un moteur. Et donc c'est ça moi que j'essaie de faire. C'est vraiment une protection intime. Vous citez souvent Guillaume Meurice dans les humoristes que vous admirez, que vous aimez. Ouais. Il vient de sortir un roman, Le Roi n'avait pas ri, aux éditions Lattès. C'est la vie de Triboulet, qui était le bouffon de Louis XII et François Ier. Est-ce que ce titre de bouffon vous conviendrait au fond ? J'ai pensé à vous. Énormément, vraiment, et je l'ai, et je vais le lire, parce que je trouve le sujet passionnant, et c'est pile dans ma thématique, dans ce que je vis, dans qui je suis. Et il y a un rapport, encore une fois, à la limite. Et ce que j'adore chez Guillaume, c'est l'espèce d'extrême conscience de qui il est, de son rôle d'humoriste. Il y a une surintelligence de ça. C'est une question hyper intéressante. Mais je pense, c'est que vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous réfléchissez aussi à votre statut d'humoriste dans la société. Vous le prenez finalement très au sérieux. C'est parce que moi... Je ne dis pas que vous prenez vous au sérieux, mais que vous prenez votre fonction au sérieux. C'est pas tant que je la prends au sérieux, c'est que je n'arrive pas à considérer l'art comme étant autre chose que un rouage, un instrument, quelque chose d'efficace. À aucun moment je n'ai considéré l'art comme étant le beau, l'éther. C'est Mozart, c'est beau, c'est la beauté de l'âme humaine qui parle à l'intelligence, et que si tu fais écouter du Mozart à quelqu'un qui vit en banlieue, ça va changer sa vie. Fais-lui jouer du Marivaux et ça va l'élever. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, l'art, la culture, c'est une arme de guerre, c'est une arme de domination, c'est quelque chose qui permet d'attaquer, d'élever parfois. Si les Américains ne taxent pas Netflix, c'est pour du soft power. Si on essaie de faire des séries, c'est pour raconter notre histoire, notre image. Et l'humour a un rôle. L'humour est au service du peuple, mais des médias et de l'État, et permet de faire le joint entre eux, de faire comme une cocotte minute entre une colère populaire et des instances de pouvoir. Et ne pas considérer ça comme ce que c'est, en fait, de considérer que nous vivons, nous artistes, indépendamment de toute loi de société, je trouve ça hyper hautain et totalement à côté, et ça donne des productions générales que je déteste. Je voulais pas vous énerver. Non, ça m'énerve pas, mais c'est des trucs que j'ai pu fuir beaucoup. C'est pour ça que j'ai des trucs que je reviens où moi-même sur scène, sur certaines pièces où je joue des trucs que je comprends pas, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi Et je fais le braquet inverse. C'est très subjectif, encore une fois. J'aurais pu passer plein d'autres productions dans lesquelles vous jouez. Je voulais juste qu'on finisse avec une série très populaire qui est diffusée sur TF1, dans laquelle vous avez un petit rôle, qui s'appelle Sam. C'était... Et toi ? C'était bien ? C'était... Je sais pas, en fait. Comment ça, tu sais pas ? Tu sais que j'ai eu genre... 4 mecs dans ma vie ? Aurélie, c'est quoi le rapport ? Je sais pas ce que j'aime, Oli.
J'y connais rien. Je voudrais que tu partes, s'il te plaît. Quoi? Non, mais c'est pas toi, c'est moi. J'ai juste besoin d'être seule, là. On vient de comprendre que c'était une scène d'amour, mais alors il faut que je précise tout de suite, on ne vous voit pas tout nu. Non. On vous voit sous une couette. J'ai demandé, mais la production a refusé. C'est vrai? Ouais. Je ne joue que nu. Je voulais passer un extrait de Sam d'abord parce que j'aime beaucoup cette série sur TF1, cette comédie. Est-ce que pour vous, TF1, c'est un gain de visibilité? Je l'ai jamais envisagé comme ça. Non, vraiment, l'histoire que j'ai eue avec Sam, c'était que c'est une série que je trouve assez cool et j'adore le personnage d'Natasha Lindinger qui a repris le rôle de Sam, que je trouve une approche hyper progressiste et fun. Une prof de français très fun. Ouais, voilà. Pour le dire facilement. Et c'est un rôle féminin un peu fort et en plus sur TF1, qui est quand même une évolution que je trouvais hyper cool. Et puis les dialogues étaient fun. Et c'est surtout parce qu'il y a Charlotte Gassio dedans qui est qui est votre fiancée, enfin votre ex-fiancée. C'est ma meuf de théâtre, Charlotte Gassio. C'est avec elle, on avait fait une pièce qui s'appelait Énorme, mise en scène par Marie-Pascale Austerlitz. Je me permets de la citer parce que vraiment, voilà, c'est ma maman de théâtre et ma meuf de théâtre. Et qu'on était venu me chercher et qui étaient les gens qui ont cru en moi. On parlait de casting réussi et raté. Celui-là, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie parce que c'est la première fois où j'ai vu que les gens voyaient en moi le rôle. Et ça m'a fait un bien fou et un gain de confiance. Et Marie-Pascale, que je revois encore aujourd'hui souvent, juste pour prendre des cafés et discuter. Et avec Charlotte. Et donc, du coup, on a tourné cette pièce pendant un an et demi. Et elle a été prise pour jouer dans Sam. Et ils m'ont dit, dans Sam, tu vas voir un mec dans la série, vous allez vous embrasser. Elle a dit, je peux faire ça avec quelqu'un que j'ai déjà embrassé, parce que j'ai pas envie d'embrasser plein de gens. Et ils m'ont dit, choisis. Ils m'ont dit, Bertrand, il est venu. Et ils m'ont dit, ok. Et j'étais embarqué dedans. Et voilà, c'était hyper cool. Alors, vous qui avez fait du web, votre terrain de jeu, qu'est-ce qui fait que vous acceptez de tourner pour une série destinée à un vieux média, à part le chèque? C'est marrant parce que j'avais effectivement cette peur-là de me dire, est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas? Est-ce que je sais pas quoi? Je pense que c'est une connerie, cette histoire de case, en vrai. Si t'es très bon, peu importe la case. À un moment, je me suis dit, est-ce que j'aimerais présenter une émission de télé? Ah bah non, c'est nul, les présentateurs de télé. Est-ce que vraiment Christophe de Chavannes, il a une grande carrière au ciné? Bon, il y a Alain Chabat qui débarque, il met tout le monde d'accord. Est-ce qu'un jour, faire de la radio, c'est nul pour les acteurs de faire de la... Bon, il y a Édouard Baird, le mec, il a une espèce de philosophie de vie où tu te dis, bon, le mec est payé pour vivre, globalement. Tu te dis, bon, il y a un truc qu'il a compris, et pas toi, tu vois. Donc en fait, cette histoire de peur des cases, moi, c'est un truc où je m'en fous, vraiment totalement. Je pense que si t'es très bon, voilà. Et c'est pas dit que je le serai. Hein. J'imagine bien que Brood vous prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez le temps de penser à des projets en parallèle? J'avais pas de temps de ça. Là, la pandémie me rajoute un peu de vacances, clairement. J'ai commencé un peu à tourner dans des films. Il y a des films qui arrivent, donc je commence à avoir un agenda long métrage qui se remplit et c'est hyper cool et hyper angoissant aussi. Et c'est drôle parce que plus je commence à être appelé sur les projets des autres, et puis je me dis, il faut que j'écrive un peu le mien en fait. Oui. Donc j'ai une vraie volonté de développer Brood en format plus long, que ce soit en série, en film, du moins son esprit. Je sais pas où ça se fera, ni avec qui ni rien. J'espère au sein de la même maison et j'espère que ça continuera. Mais le but est vraiment de développer ces questions-là. Voilà, j'ai commencé un petit truc et j'ai pas fini de dire des choses sur ces sujets. C'est marrant parce que quand vous dites j'ai commencé un petit truc, je sais très bien que c'est pas un petit truc en vrai. C'est impossible. Avec ce qu'on vient de dire depuis le début, là, c'est impossible que ce soit un petit truc. Non, vous avez déjà plusieurs dizaines de pages d'écrites. Il y a pas mal de pitch, mais c'est encore une fois c'est drôle. Je les relis, je les trouve nuls, puis je regarde des films qui sortent et je me dis ils sont chambés mes pitchs en fait. Donc du coup je fais des montagnes russes et il y a vraiment un questionnement je me dis mais qu'est-ce que je fais comme film? Il y a des moments j'ai écrit une comédie d'aventure qui se passe au Nord Kivu, au Congo, sur des mines d'étain avec des influenceurs au service d'une marque de téléphone. J'ai écrit une espèce de comédie de famille qui essaie de se refiler une baraque à la suite d'un héritage et qui se prend la gueule pour jouer le jeu du décor unique. J'ai écrit un faux documentaire pour jouer le rôle du premier film faux documentaire. Donc j'ai plein de trucs et à chaque fois je les trouve nuls et le lendemain je les trouve super, donc il faut juste après que je me lance. C'est-à-dire que là vous venez quand même de donner des 3 bonnes idées à des gens qui éventuellement manquent d'idées et voudraient réaliser des choses là. Mais ils les feront moins bien que moi sur ce sujet. C'est bien, vous gagnez en confiance. Bertrand Huskle, la dernière question, quand on vous demande votre profession, vous répondez quoi? Voilà. D'accord. Gros silence gêné. J'aime bien le terme de comédien. Je sais pas pourquoi. Je pense que le côté théâtral, en fait, contrairement à acteur, où j'ai l'impression que l'acteur, quand il arrive sur un film, tout est écrit, il est là pour acter, pour jouer, je sais pas quoi. Le comédien,
j'ai l'impression qu'il porte un peu en lui, moi, ce que j'ai, qui est des années d'Avignon à se lever à 5 du pour charger le camtar avec les grosses palettes pour aller jouer Georges Dandin sur la place de village. Ça, vraiment, je l'ai fait et je le fais encore sur Brut. Et je suis pas juste un acteur, quoi. Moi, je viens pas avec un texte que quelqu'un a écrit pour moi. Mais alors, j'avais prévu de vous demander dans 10 ans, vous aimeriez mettre quoi dans la case profession acteur pour plus avoir à porter le matos? Ça me va de porter des trucs. Ça me va. Non, comédien, j'aime bien. En plus, ça fait un peu, ça se la pète comme mot, j'aime bien. Bon, vous reviendrez pour les prochaines séries que vous allez écrire. Quand tu auras le double de lignes sur mon CV, voilà. On débriefera. Merci infiniment, Merci Bertrand Huskla, pour ce grand entretien. On attend avec impatience le prochain épisode de Brut, les prochains épisodes, et puis tous vos autres projets aussi. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Seriland vous attendent. Nous tremblerons dans le premier à l'occasion de la sortie de The Serpent sur Netflix. Nous reviendrons sur ces true crime, vous savez, de vrais crimes qui servent de base scénaristique aux séries. Et dans le second, nous rirons. L'auteur et comédien Xavier Lacaille sera l'invité du grand entretien. Nous reviendrons avec lui sur son rôle dans la série Parlement et sur tous ses projets d'écriture. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter. Le groupe Facebook Seriland est là pour ça. Et puis, vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur Spotify. Mais attention, dans Seriland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.